clap. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Taloche, hashtag la chaîne qui claque. Aujourd'hui, on va parler du deuxième pay-per-view de l'année du côté de la AEW. C'est Double or Nothing, show qui a lieu, je prends mes petits antissages bien sûr, 23 mai 2020. En direct de Jacksonville en Floride, on est toujours résidé chez la All Elite, hein. On est dans le stade Davis Place. Du coup, le deuxième pay-per-view, je vais vous en parler tout de suite. On commence avec le pré-show, le buy-in bien sûr du côté de la AEW. On n'aime pas faire comme chez les concurrents, alors on donne un autre nom à quelque chose qui est exactement la même chose. Donc, le buy-in qui est de 30 minutes du côté de la AEW. On a eu un match pour déterminer les prochains challengers numéro 1 au titre par équipe de la AEW. Et pour une fois, je vais vous étonner, je vous en plus d'un. Vous chez vous, peut-être même que votre mamie qui écoute mon émission régulièrement va être étonnée. J'ai regardé le pré-show. Oui, c'est quelque chose que je fais jamais. Et cette fois-ci, je l'ai fait. Tout simplement parce que le match m'intéressait quelque peu, même si vous allez le voir, j'ai pas trop privé de partie. C'est un petit peu difficile pour moi. Donc du coup, le buy-in Best Friend, Chuck Taylor et Trent, il n'était pas accompagné de Orange Cassidy, il me semble, parce qu'il avait un match un peu plus tard dans la soirée, donc il doit se préparer lui aussi, contre les private party, Isaiah Cassidy et Mark Quinn. Donc du coup, comme je l'ai dit, pour déterminer les prochains challengers au titre par équipe de la AEW, bien sûr, vous avez oublié ces titres, mais ils sont toujours présents, et d'ailleurs on les a vus ce soir, détenus par Kenny Omega et Eggman Page, Adam Page et Eggman Page, bien sûr. Un match qui s'est avéré très sympathique, hein, un match entre deux bonnes équipes. Comme je l'ai dit, hein, j'ai un petit problème avec les private party. Ils ont pour moi un énorme manque de charisme. Bien sûr, le charisme, hein, c'est toujours subjectif. Si vous entendez des bruits, bien sûr, c'est parce que j'habite dans le Bronx, je le rappelle. Donc voilà, c'est le Bronx ici, donc les fusillades, c'est un petit peu monnaie courante. Du coup, on continue sur ce match private party, comme je l'ai dit, un petit manque de charisme. J'arrive d'ailleurs pas à me rappeler de l'un ou l'autre qui est l'un et qui est l'autre, je vous avoue, parce que je m'intéresse pas trop à cette équipe. Je trouve qu'ils présentent quelque chose d'assez bien sur un ring, même si ça reste à améliorer. Best Friend, donc du coup Chuck Taylor et Trent, c'est pour moi des catcheurs qui n'ont plus rien à prouver, hein, je les connais depuis très longtemps. Pas personnellement bien sûr parce que je ne suis pas dans le monde du catch, mais parce que je les suis depuis très longtemps sur leur carrière de catcheur. Chuck Taylor qui a fait énormément de catch en indépendant, qui s'est avéré être quelqu'un d'assez sympathique, hein, donc on tombe forcément sur lui par-ci par-là. Et Trent, ancien Trent Barretta, hein, du côté de la WWECW, également il me semble qu'il a fait quelques matchs, hein, du côté de Impact à l'époque sous son vrai nom, Greg... je ne sais plus quoi, et du coup voilà, c'est une équipe qui marche très bien depuis plusieurs années déjà en indépendant. C'est d'ailleurs une victoire de 2 des Best Friends qui deviennent du coup les nouveaux challengers numéro 1 au titre par équipe de AEW. Comme je l'ai dit, private party, c'est quand même dommage, déjà un manque de charisme, et je trouve, j'ai trouvé déjà un petit peu moins dans ce match, mais je trouve de manière globale à cette équipe que c'est un petit peu trop chorégraphié pour ma part. Je sens les chorégraphies dans les enchaînements, c'est du coup des poids légers qui profitent de leur agilité, on va dire, pour fournir du catch voltige. Mais pour moi, j'arrive pas à m'impliquer, j'ai l'impression qu'il y a plus d'efforts sur la chorégraphie que réellement sur l'impact du mouvement, qui est censé être la chose primordiale. Dans le catch, on est censé quand même faire mal à son adversaire. Donc forcément, quand les mouvements que les catcheurs produisent ont plus d'effets visuels que de réel impact, c'est toujours difficile pour moi, et j'ai l'impression que c'est presque toujours le cas, en tout cas pour moi, chez Private Party. Voilà le magnifique shooting star press de l'un des deux membres, d'ailleurs je ne sais plus lequel, il me semble que c'est Mark Quinn, mais j'ai peur de dire des bêtises, dites-le en commentaire d'ailleurs, hein, si je dis des bêtises, n'hésitez pas. Mais en tout cas, voilà, sa finish, ce shooting star press, pour moi, manque réellement d'impact, donc ça fait toujours un petit peu bizarre, mais je suis quand même content de ce match qui était quand même assez sympathique, et en plus qui commence très bien le show dans ce buy-in. Voilà, on commence la carte principale avec ce fameux Casino Ladder Match. Bien sûr, j'ai oublié de le préciser, mais si vous n'avez pas vu mes pronostics que j'ai fait dans la dernière vidéo, donc du coup dans le dernier podcast, je me suis attardé en fin de vidéo sur mes pronostics pour AEW Double or Nothing. Bien sûr, cette vidéo est sortie avant Double or Nothing, c'est un petit peu le principe de la chose. Donc du coup, vous pourrez écouter à quel point j'ai eu juste sur ce match. Et du coup, on a eu ce fameux Casino Ladder Match qui a commencé d'une très belle manière, je trouve en tout cas, avec Frankie Kazarian et Scorpio Sky, les deux membres du SCU qui débutent ce match. Donc du coup, c'était une bonne mise en jambe, je trouvais que c'était sympathique.
Je vais pas vous dire tout ce qui se passe, hein, play by play comme on dit, parce que c'est un match que je pense que vous avez vu, ou si vous n'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller le voir parce qu'il était assez sympathique. Mais je vais tout de suite me contredire, c'est que ce match, j'ai été très très déçu. Je vais un petit peu quand même vous dire ce qui s'est passé. Il y a eu bien sûr le fameux Darby Allin qui a sauté depuis le haut de l'échelle avec son skateboard qui s'est brisé les jambes. Bien sûr Darby Allin, hein, comme d'habitude vous connaissez un petit peu le personnage. Orange Cassidy qui a fait bien sûr le fainéant mais qui est assez relevé à des moments, qui a fait une très belle performance. D'ailleurs Luchasaurus aussi a fait une très très bonne performance. Et la surprise qu'on avait durant ce match, l'intérêt on va dire de ce match, on pourrait dire, hein, clairement ce qui est passé, c'est le participant mystère. Donc du coup, hein, bien sûr, j'imagine que même chez vous, vous aviez votre petit pronostic, voilà, le catcheur que vous pensiez arriver. On a entendu des Drogulak, personnellement dans le podcast, pour ceux qui n'auraient pas l'envie d'aller regarder ce fin de podcast, c'est mes pronostics. Concernant le cas de Drogulak, j'avais totalement précisé que ça serait, pour ma part en tout cas, assez bête de faire commencer Drogulak, qui est un catcher technique, très technique, dans un match qui en fait n'est pas du tout un match technique, hein, c'est totalement le contraire même. Donc voilà, et moi personnellement j'avais misé sur Brian Cage, et bien sûr ça a été Brian Cage. Chose qui était un petit peu étonnante dans cette entrée de Brian Cage, même si on s'attendait tous à du Brian Cage, c'est que maintenant il est managé. Il a besoin d'un manager, apparemment du côté de la AEW ils ont choisi un manager, et bien sûr son manager c'est Taz. Pour ceux qui ne connaissent pas Taz, grand catcheur, ancien ECW, qui d'ailleurs a même le surnom de la Suplex Machine. Voilà, c'est un petit peu pour vous dire à quel point le catcheur est talentueux. D'ailleurs, je vous invite même à aller voir, si vous avez WWE Network ou par d'autres moyens que je ne citerai pas ici, à aller voir la carrière de Taz qui a eu, malheureusement pour lui, une carrière assez dans le bas du tableau, alors que c'était un excellent catcheur, et c'est toujours d'ailleurs un très très bon commentateur désormais. Donc voilà, on a eu du coup l'entrée de Brian Cage qui a totalement démoli tout le monde. On a eu un très très bon échange avec Luchasaurus sur le ring, j'ai trouvé ça très très sympathique. Jimmy Jacobs d'ailleurs qui accompagne Jimmy Havoc, pardon. Jimmy Jacobs c'est l'autre Jimmy, c'est celui qui fait le extrême mais qui est pas pareil. Qui accompagne Kip Sabian, parce que pour rappel il forme un trouble avec Penelope Ford, bien sûr. Et du coup voilà, les interventions de Jimmy Havoc étaient très sympathiques, j'ai vraiment bien apprécié. Et grosso merdo, j'ai bien apprécié tout le match, même si j'ai pour moi des énormes erreurs qui m'ont totalement sorti du match. Déjà, gros point noir sur ce match, c'est la production. La production qui ont été à la ramasse quasiment pendant tout le match. C'était, franchement, je vais utiliser le mot, c'est honteux. C'est honteux. D'être autant à la ramasse sur des matchs dans une promotion aussi majeure, aussi importante que la AEW. Il y a eu aussi des ratés durant le match, mais des ratés qui sont durs à voir. Et en plus, vu que la production est à la ramasse, du coup on a des beaux zooms, hein, sur ces magnifiques ratés. Voilà, on a eu plusieurs ratés, Darby Allin entre autres. Je sais que c'est assez compliqué de pas avoir de ratés dans ce genre de match avec avec autant de catcheurs, pardon, et avec autant de spots, donc de choses à faire durant le match, parce que voilà, ils savent un petit peu ce qu'ils doivent faire à chaque moment. Mais c'est toujours compliqué, j'imagine, de s'organiser, mais quand même, c'est dur à voir. On a pour moi l'un des ratés, je pense, les plus gros ratés de cette année, j'ose le dire. C'est le raté, on en a même plusieurs, hein, qui pourraient être votés pour le raté de l'année. Il y a le magnifique raté de Kip Sabian qui, après être tombé de l'échelle par Orange Cassidy, tombe sur une autre échelle qui était posée en contrebas dans le coin du ring. Il tombe, il est censé du coup tomber sur cette échelle et rester sur cette échelle, malheureusement. Il tombe et il sort de l'échelle, en fait il se met à côté. Et en fait, malheureusement, le truc qui est totalement bête, c'est que juste derrière, on a Penelope Ford qui est censée, elle, monter à l'échelle et également tomber, mais tomber sur lui. Donc du coup, le magnifique plan de la caméra, des ingés caméra, c'est qu'ils font un gros plan sur Kip Sabian qui sort de l'échelle et qui après se remet en position sur l'échelle en montant les échelons. C'était totalement ridicule. On a également le raté de Frankie Kazarian qui doit faire un
un Hurricane Rana en sautant par-dessus l'échelle et qui se rate totalement, donc du coup il tombe la nuque la première sur le ring, alors qu'il est censé porter la prise, donc c'est totalement ridicule. On a, qui est pour moi aussi le, peut-être, je vais me dire même, le plus gros raté de ce match, même au-dessus de Kip Sabian, parce que c'est surtout une erreur de production j'imagine, c'est le spot final, totalement le spot final, avec du coup Brian Cage et Darby Allin, donc Brian Cage qui détruit Darby Allin, qui est censé le mettre sur une échelle dans le coin, le porter et le jeter à l'extérieur pour détruire Darby Allin littéralement, et en fait il se rate, voilà, il pose Darby Allin sur l'échelle, et l'échelle tombe, donc du coup il est obligé de récupérer Darby Allin, récupérer l'échelle, le remettre dessus pour refaire le spot. Là la production a été plus réactive, malheureusement. Y a de la compétence dans cette production d'AEW, donc du coup on a un magnifique plan sur Taz, le manager de Brian Cage qui est ici, sauf qu'il est caché derrière l'échelle, donc du coup on a juste un plan magnifique avec cette échelle et Taz qui est derrière, donc voilà, c'était ridicule. Voilà, j'ai dit sur Twitter, je vais être salé sur cette critique, en tout cas sur cette première partie de critique, parce qu'il y a vraiment des ratés qui sont ignobles. Voilà, faut se le dire, faut se dire la vérité. La production était à la ramasse totale. Les catcheurs ont fait des ratés comme pas permis. Franchement, quand on est dans une position comme la AEW, qui se prétend et qui, en tout cas, pour l'instant, s'avère être la deuxième promotion nord-américaine, et on peut pas avoir des ratés comme ça, tant en termes de la production qu'en termes de catch sur le ring. Et là, pour moi, ce match, c'est une démonstration totale de l'amateurisme de la AEW. Voilà, on passe sur une note un petit peu plus joyeuse, on passe au match suivant, qui était un match qui m'intéressait énormément. C'est MJF qui du coup fait son retour sur le ring après cette blessure, entre gros guillemets, bien sûr vous voyez pas mais je fais des gros guillemets, contre Jungle Boy, bien sûr MJF toujours accompagné de Wardlow son manager, et Jungle Boy, voilà, je vais pas vous dire son CV parce que c'est quand même un bon catcheur, même s'il est très très jeune, il semble qu'il a à peine 22 ans, 21 ans peut-être. Fils du regretté Luke Perry, et du coup membre du Jurassic Express avec Luchasaurus et Marco Stunt, qui d'ailleurs lui aussi est apparu durant le match précédent dans le Casino Ladder match. Et voilà, c'était un match qui était très très bon, autant sur le papier que sur le ring. Les deux ont fait une très très bonne prestation. MJF, il est vraiment, voilà, pour moi c'est l'un des meilleurs méchants, parce qu'on a des mots en français pour dire il, donc l'un des meilleurs méchants dans le monde du catch, toute promotion confondue. Il est détestable à souhait, et du coup cet affrontement avec Jungle Boy réussit totalement le pari qui devait sans doute être le pari de ce match, donc renforcer encore une fois MJF comme un catcheur important dans la promotion en gagnant ce match, parce qu'il a gagné en tirant le slip bien sûr de Jungle Boy, et construire Jungle Boy comme un catcheur même solo qui est crédible, et qui est également un très très bon gentil, un très très bon babyface comme on dit. Voilà, donc pari réussi sur ce match, victoire du coup, comme je l'ai dit, de MJF en faisant un petit paquet en tirant sur le slip de Jungle Boy, qui n'a que ça d'ailleurs, je le rappelle, parce que c'est un Jungle Boy, bien sûr. Et voilà. On passe au match suivant qui, je vous l'annonce tout de suite, va être également un match coup de gueule. On passe sur le match pour déterminer le premier champion TNT de la AEW, Lance Archer contre Cody, tous les deux accompagnés de leur manager, donc Jake Roberts pour Lance Archer et Arn Anderson pour Cody. Bien sûr le titre qui a été amené au ring aux mains de Mike Tyson, la légende de la boxe on pourrait dire, hein, c'est plus approuvé je pense. Voilà, je vais m'attarder également sur ce match. Assez rapidement, je vais totalement me laisser aller sur ce match. Alors, comment est-ce qu'on va commencer ça, les amis? On va commencer par le premier point, la ceinture. La ceinture TNT qui est immonde. Elle est immonde, c'est honteux. Je l'ai dit pour la deuxième fois durant cette vidéo, mais c'est honteux de présenter une ceinture aussi dégueulasse. J'ose le dire, mesdames et messieurs, cette ceinture est dégueulasse. Au moment où j'enregistre, on a eu les explications, on pourrait dire les justifications, chose que je déteste d'ailleurs, c'est que la ceinture TNT n'a pas pu être finie à thème pour le show, dû aux circonstances du coronavirus, du confinement. Alors, du coup, vu que j'ai cette information et que je vais pas faire semblant de pas l'avoir, cette information
ne change absolument rien au fait que cette ceinture est actuellement immonde. Et quand on n'a pas fini de créer une ceinture, on la montre pas, tout simplement. Donc, je sais qu'ils devaient faire ce match-là à ce moment-là, donc ils devaient avoir la ceinture, mais ils auraient dû trouver un moyen. Je ne sais quoi, ils ont des idées la AEW, donc pourquoi ils n'ont pas trouvé une idée? Ça n'a aucun sens. La ceinture est immonde, hein. Tout le monde, je pense, l'a dit sur les réseaux sociaux. J'ai pas vraiment regardé hein, les avis sur ce show-là sur les réseaux sociaux, mais il y a rien à dire. Cette ceinture, elle est horrible. Même dans des shows indépendants de catch français, on n'a pas des ceintures aussi immondes. Et Dieu sait qu'on a des ceintures quand même bien moches. Voilà, les ceintures européennes, des choses comme ça. On connaît les What He Buys, bien sûr. Et voilà, ce n'est pas à faire. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, monsieur. C'était respectueux. On continue sur ce match encore, parce que là, j'ai parlé que du titre, j'ai même pas parlé du match. Et sur le match, j'ai des choses à dire. Bon, je vais bien sûr faire le fameux point. Cody a un tatouage dégueulasse, ça tout le monde le sait. Je fais un petit point, si vous entendez des rires, bien sûr. Megan ici présent. Voilà. Et tout à fait d'accord avec ce que je dis. Cody a un tatouage totalement immonde, hein, bien sûr. On dirait qu'il a perdu un pari. Voilà, on dirait qu'il a joué dans Very Bad Trip, à peu près. Et que du coup il se tape un tatouage, voilà, autant Mike Tyson il a un tatouage sur la gueule, maintenant on s'y est fait, autant Cody, il a un tatouage dans le cou et on s'y fera jamais parce que c'est dégueulasse. Donc du coup voilà, le match, je l'ai pas trouvé si dégueu que ça, mais alors le résultat final ne fait aucun sens. Pour m'expliquer très rapidement, Lance Archer qui est construit littéralement comme un monstre hein, depuis ses débuts tout simplement à la All Elite il y a maintenant 2 mois, quelque chose comme ça, un peu plus il me semble. Il est construit totalement comme un monstre, et d'ailleurs il arrive, hein, la première chose qu'il fait, alors que Mike Tyson est encore présent, il défonce un mec qui était sans doute dans les vestiaires, il le défonce, il le détruit, il lui porte un chokeslam au milieu du ring pendant son entrée. La tête d'ailleurs de Mike Tyson c'est quelque chose de goldé, comme on dit, hein, voilà, il est totalement choqué, donc j'ai trouvé ça super cool. Cody bien sûr, pendant son entrée il est obligé d'en faire des tonnes, donc on a 1 milliard de pétards, on pourrait dire, c'est même pas des feux d'artifice, c'est des pétards, comme j'en entends régulièrement devant chez moi d'ailleurs. Voilà, c'est pas possible, mais pourquoi en fait tout le budget pyrotechnique il part dans Cody, alors que clairement je sais pas, ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'il a des pétards? Ça n'a pas de sens à ce moment-là. Ça aurait eu du sens après ce match du coup, mais avant ce match ça n'a pas de sens. Non, du coup, Lance Archer porte, je vais pas dire porte parce que Cody fait quand même, un bon match en tant que tel, mais Lance Archer est totalement dominant, il est ultra dominant, il détruit Cody mais tout le long du match. Même quand Cody récupère un petit peu l'avantage, il le remet à terre très rapidement. Il est partout, hein. Il est autant sur la 3ème corde, quand il porte sur la 3ème corde, qu'à l'extérieur, il le domine de partout. Et tout simplement cette fin qui est pour moi incompréhensible. Pour ceux qui ne se rappellent pas, je rappelle un petit peu dans le contexte. On a Arn Anderson qui s'est fait éliminer très rapidement durant cet affrontement par la poucave, je vais l'appeler comme ça, Mike Tyson, qui a dit à l'arbitre il a intervenu, moi je l'aurais viré, hein. Franchement je l'aurais viré. Donc du coup bien sûr Mike Tyson il mord des oreilles, mais par contre voilà, les managers qui interviennent, il faut les virer. Donc du coup Arn Anderson a été viré, et vers la fin du match du coup Jake Roberts qui a commencé à sortir un serpent de son sac, voilà, il adore les serpents. Il s'est fait virer lui aussi. Mike Tyson il a enlevé le t-shirt, il a dit ouais vas-y viens, je te défonce le serpent aussi, je défonce tout le monde. Et du coup derrière le match continuait. Lance Archer qui allait porter sa finish, le blackout qu'il a d'ailleurs porté dès le début du match, ça a été le premier mouvement du match, il a porté directement sa finish. Du coup là il tente sa finish, il se fait contrer et Cody porte 2 crossroads ensuite pour du coup porter le tombé final et remporter cette victoire et devenir du coup le premier champion TNT. Alors je l'ai dit déjà dans ma critique, dans mes pronostics pardon, ça ne m'aurait pas dérangé que Cody gagne, parce que voilà, même si pour ceux qui écoutent mes vidéos depuis un peu plus longtemps, j'ai jamais apprécié Cody depuis la All Elite. Je trouve qu'il en fait trop, il y a toujours trop, c'est trop, c'est too much. Et j'avais quand même dit du bien quelquefois de lui quand il faisait pas du too much justement.
Et là, bah, c'est le Cody que je déteste. Voilà, c'est le Cody que je déteste. Dans son entrée avec ses feux d'artifice qui sont beaucoup trop longs, qui n'ont aucun sens. Dans ce match où il se fait démolir, même s'il fait une très belle performance. Il gagne à la fin alors qu'il se fait démolir pendant tout le match, ça n'a aucun sens. Et bien sûr à la fin, Mike Tyson qui vient lui remettre cette ceinture immonde. Et du coup il célèbre avec Mike Tyson. Il n'y a même pas sa femme qui vient parce que voilà, il veut pas célébrer avec sa femme, faut pas non plus déconner. Qui d'ailleurs sera plus là plus tard dans le show. Mais voilà, c'est du Cody que je déteste littéralement. Et ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté. À ce moment-là, je me suis dit putain, mais qu'est-ce que je regarde, comme on peut dire, qu'est-ce que je regarde. Et j'ai pas apprécié. Voilà, j'ai pas apprécié le résultat final, même si le match faisait totalement sens si à la fin Lance Archer remportait la victoire. Voilà, même si Cody arrivait à revenir de temps en temps. C'était pour moi un match où Lance Archer était obligé de gagner vu la structure du match. Ça n'avait pas d'autre issue. Et voilà, donc du coup ça m'aurait pas dérangé si le match avait été fait autrement. Mais là, dans les circonstances actuelles, ça ne fait aucun sens, littéralement. Voilà, on passe au match suivant, qui est pas non plus un énorme match, qui fait juste office de remplissage, qui d'ailleurs est un match de remplacement, étant donné que Britt Baker a été blessée durant le dernier AEW Dynamite. Du coup, elle a été remplacée au pied levé par Penelope Ford, qui est accompagnée de Kip Sabian, qui est en béquille, suite à son match plus tôt dans la soirée. Du coup, Chris Statlander qui affronte Penelope Ford, match très rapide avec une victoire de Chris Statlander. Il n'y a rien à dire, hein. C'est un match RAS comme on pourrait dire, qui dure 5 minutes 30. Voilà, c'est pour mettre Chris Statlander en avant. J'imagine que le match a totalement été changé par rapport à ce qui devait être prévu, parce que Britt Baker devait sans doute apporter beaucoup plus d'offense que Penelope Ford. On a l'autre match bouche-trou, voilà, on les enchaîne les deux directement pour se débarrasser de ça. C'est Shawn Spears qui vient sur le ring en costard cravate. Il vient faire son, comme je l'ai dit dans le dernier podcast, il vient faire son Bad News Barrett, hein, il vient apporter les mauvaises nouvelles avec son Shawn Spears News. Il vient un petit peu provoquer Dustin Rhodes, d'ailleurs il fait lancer la musique alors qu'il n'est pas là, il provoque du heel classique. Et finalement la musique se lance et là du coup il dit qu'est-ce que vous faites les idiots, je vous ai dit de leur lancer qu'une seule fois, mais en fait c'est parce qu'il est vraiment là, Dustin Rhodes. Du coup il arrive, il se bat très rapidement. Shawn Spears finit littéralement cul nu, voilà, parce qu'en fait Dustin Rhodes, à défaut d'être avec la femme de son frère, et bah du coup il met les gens à poil aussi. Donc du coup on a Shawn Spears qui a été à poil, il était cul nu. On a vu son magnifique caleçon avec une belle photo de la tête de son manager au niveau du phallus, bien sûr. On aime cet humour pipi caca, zizi fesse. C'est vraiment ce qui nous fait rire. Et à ce moment-là, dans ce match qui s'avère encore moins long que le précédent, il dure 3 minutes 20, et bah je me suis dit mais il est nul Shawn Spears. En fait il est nul. Donc tout le blabla qu'on avait eu à l'époque de Ty Dillinger, à l'époque de la WWE, hein, pour ceux qui ne savent pas, Shawn Spears était un ancien WWE sous le nom de Ty Dillinger, avec cette gimmick, ce personnage de Perfected, donc le mec qui fait que des choses parfaites. Il est arrivé du coup à la All Elite en tant qu'ami de Cody, avant de le trahir très rapidement avec ce magnifique coup de chaise dans la tête dont tout le monde se rappelle, j'imagine. Cette rivalité qui a duré littéralement un mois, et Shawn Spears a perdu et depuis on ne se rappelle plus de lui. Et ben ce match nous montre à quel point c'est normal que ce mec n'ait jamais rien fait de sa carrière, parce qu'il est totalement nul. Voilà, il en fait trop, il est pas marrant, il est gênant, il est pas bon, il est pas bon. La seule chose qui pourrait sauver, c'est peut-être du catch tag team, enfin en équipe, pour relever un petit peu le niveau, mais il est pas bon, voilà. Il est pas bon, je rappelle bien sûr que c'est que mon avis, parce que vous êtes sur ma chaîne, et que bien sûr je partage mon avis sur cette vidéo. Donc c'est que mon avis, mais Shawn Spears est nul à chier. On passe au match suivant qui était le match pour déterminer la championne de la catégorie féminine, cette fameuse catégorie féminine qui n'existe que depuis apparemment 3 mois. Du côté de la All Elite, on a du coup un match sans disqualification et sans disqualification tout court. Je sais pas pourquoi il précise sans décompte extérieur, parce que s'il n'y a pas de disqualification, il n'y a pas de décompte extérieur. Donc du coup on a Nyla Rose, la Beast, la native Beast, la bête native pour francophone que vous êtes, qui affronte Hikaru Shida, et Nyla Rose qui est la championne, je le rappelle. Hikaru Shida, la challenge numéro 1, qui bat quand même beaucoup de personnes ces derniers temps du côté de la All Elite.
Un match qui était bien construit, ils ont réussi à pallier sans doute le manque pas d'intérêt mais de technicité de Nyla Rose par ce match sans disqualification, donc on utilise très vite des objets, ça part de partout, c'est assez violent, quand je dis violent bien sûr, hein, je parle du côté un petit peu grand public du catch, je parle pas de CZW, de la Big Japan Wrestling, des choses comme ça, des choses que vous pouvez sans doute voir plus du côté de la chaîne Les Rebuts du Catch, qui parle plus de catch extrême que moi. Mais voilà, c'est du sans disqualification, du public, de tout public, voilà. En gros, c'est ça, c'est quand même un match très sympathique. C'est une victoire d'Hikaru Shida, qui devient du coup la nouvelle championne féminine. Nyla Rose qui n'aura défendu à aucun moment son titre, parce que voilà, première défense et elle perd déjà. Donc malheureusement pour elle, ce n'est pas un énorme règne, c'est pas un règne mémorable. Et Hikaru Shida qui sans doute va désormais devenir le pilier de cette division féminine. On est déjà à 3 championnes hein, du côté de la division féminine de la All Elite. Et pour l'instant, bah, c'est pas foufou. Voilà, je l'avais dit dans mes pronostics, mais moi je pensais réellement que Nyla Rose allait remporter cette victoire. Qu'elle allait encore être construite comme une bête, comme la bête voilà, sur surnom. Mais ils ont préféré du coup miser sur Hikaru Shida. Malheureusement, je trouve que c'est peut-être un petit peu tôt pour Hikaru Shida pour qu'on l'apprécie vraiment. Parce que elle n'a pas eu de réelle offense, on va dire. Elle a toujours dominé cette rivalité. Donc on n'a pas vraiment d'attache. On a, voilà, généralement les gentils, quand ils sont bookés, quand ils sont scénarisés, on pourrait dire, bah, ils sont censés perdre plusieurs fois avant, ou au moins une fois, une grosse défaite, pour qu'on ait de l'attache pour eux, pour qu'on ait envie qu'ils gagnent la prochaine fois. Et là, c'est pas le cas en fait. Hikaru Shida, elle a directement battu Nyla Rose, donc limite j'ai plus d'empathie pour Nyla Rose qui est censée être la méchante que pour Hikaru Shida qui est censée être la gentille. Voilà. Mais quand même, j'aime bien Hikaru Shida, il n'y a pas de souci, j'aime bien Hikaru Shida. On passe au match suivant, le match du coup pour le titre de champion du monde de la All Elite. Voilà, on a une vraie ceinture hein, pour cet affrontement, c'est pas le bracelet de la division féminine ou le titre pas fini de titre TNT. Là on a une vraie ceinture et avec un bon match, c'est Jon Moxley contre Monsieur Brody Lee, bien sûr comme il faut l'appeler désormais. Monsieur Brody Lee qui avait piqué, même volé, on pourrait dire, la ceinture de champion du monde à Jon Moxley il y a déjà plusieurs semaines, il y a 2 semaines il me semble maintenant. Et du coup ce match, c'était un match très très honnête, on a vraiment, enfin en tout cas j'ai vraiment beaucoup apprécié cet affrontement. On est un petit peu sorti à l'extérieur, on a un petit peu joué sur le côté extrême des deux, parce que pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la carrière des deux, c'est vraiment des catcheurs qui sont plus fait connaître par du catch hardcore. Mais là du coup on a un petit peu joué sur ça tout en restant assez soft, parce que c'est pas un match en disqualification, c'est vraiment un match 1 contre 1 simple hein. Donc voilà, on est sorti à l'extérieur, il y avait un très bon spot j'ai trouvé à l'extérieur où les deux sont passés à travers la rampe d'entrée. Ça a fini en sang. D'ailleurs, chose un petit peu étonnante du côté de la EW, c'est qu'on a grisé l'image. Voilà, on a grisé l'image quand on voyait le sang directement en plein écran. Donc voilà, on montre pas le sang explicitement, mais on le montre quand même. C'est une solution. À défaut d'arrêter le match pour soigner les mecs, bah du coup on grise l'image. C'est étonnant de la part de la All Elite qui s'avère un petit peu authentique jusque là, qui montrait vraiment le sang directement en premier plan, mais là ça a été pas caché parce qu'on l'a quand même vu, mais ça a été un petit peu censuré. Donc voilà, c'est une victoire de Jon Moxley. Après un très bon match, il a pas fini avec sa finisher habituelle, avec sa prise de fin habituelle. Il a terminé du coup ce match avec une soumission, donc il a porté une prise du sommeil on pourrait dire à Brody, Monsieur Brody Lee, jusqu'à que celui-ci tombe dans les pommes et que du coup l'arbitre décide de la fin du match, et du coup Jon Moxley conserve sa ceinture All Elite. Et du coup bien sûr le main event, l'un des matchs qu'on attend le plus bien sûr, c'est le fameux Stadium Stampede match. Voilà, donc on a l'élite tout court, l'élite bien sûr, pas du tout. L'élite, Adam Page, Kenny Omega, les Young Bucks, accompagnés de Matt Hardy, qui affrontent le Inner Circle au complet, Chris Jericho, Sammy Guevara, Jake Hager, Ortiz et Santana. C'était un match qui était, je vais pas dire long, qui était quand même long, mais qui était très divertissant. Donc on est vraiment parti, comme dans les délires habituels, on va dire, de la All Elite, donc avec à moitié du comédie, à moitié du vrai catch. Donc les deux équipes ont fait leur entrée comme une vraie équipe de football américain.
Ça c'était assez marrant. Donc avec la fumée, tous les membres de l'Inner Circle avaient une tenue de football américain, c'était assez sympathique. Il y avait un ring au milieu, au milieu de ce stade vide, ça aussi c'était super marrant. Et puis voilà, on a totalement assumé le délire au bout, hein. On a Matt Hardy qui a changé 2 fois de personnage dans le match, quand Ortiz et Santana ont essayé de l'étouffer dans la piscine. C'est voilà, c'est divertissant. On a les Young Bucks qui font bien sûr les spots un petit peu extrêmes, hein. Ils sautent du haut du but de football américain, hein, les 2 poteaux en l'air. On a du catch à l'extérieur. On a également, chose que j'ai vraiment trouvé hilarante, c'est Adam Page qui est arrivé avec un cheval. Voilà, il est arrivé avec un cheval en poursuivant, Sammy Guevara. Sammy Guevara qui se fait poursuivre tout le temps, parce que d'ailleurs il sera poursuivi un petit peu plus tard également dans le show. Donc du coup, on a eu un petit peu une histoire parallèle dans ce match. Qui n'était pas vraiment un match, mais voilà, on le considère vraiment comme un match, mais moi j'ai pas vraiment trouvé ça réellement un match, hein. C'est vraiment plus un gros segment qu'un match. Mais du coup on a la partie avec Eggman Page qui est dans les vestiaires et qui part directement au bar pour aller boire un coup, un bon whisky. On a Jack Hager qui vient le rejoindre pour un petit peu le confronter. Au début les deux ils se mettent juste au bord du bar et commencent à discuter, puis finalement ils commencent à se mettre sur la gueule. Et après on a du coup... on a eu bien sûr Kenny Omega qui est venu pour un petit peu aider son ami Eggman Page. Et du coup les deux ont réussi à mettre à mal Jack Hager et à le battre, tout simplement. Et d'ailleurs, bonne combinaison de Kenny Omega et Eggman Page, ça a bien fonctionné. Et après les deux prennent... Kenny Omega prend un verre de lait, bien sûr, et Eggman Page prend un verre de whisky pour célébrer ça. On retourne sur le ring, enfin en tout cas sur le ring, dans le stade, réellement, avec Chris Jericho et les Young Bucks. Voilà, c'était assez sympa. On a eu Sammy Guevara qui s'est fait encore une fois poursuivre par Matt Hardy et Kenny Omega dans cette voiturette de golf là. Voilà, ils ont refait le spot qui s'était passé à All Elite Dynamite il y a 2 semaines maintenant. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez facile mais quand même bien marrant. À chaque fois ça me fait rire. Puis en plus ils ont joué sur ça, sur le fait que Sammy Guevara se dise putain non encore je me fais poursuivre. Donc c'était super sympa. Et à la fin, on a eu le nouvel ami de Matt Hardy, le nouveau drone, parce que maintenant que Vega One a été détruit, je le rappelle, par Chris Jericho la semaine dernière, on a du coup le nouveau qui s'appelle Neo One. Voilà, c'est Neo the Swan, Neo et Swan, The Voice, voilà, qui apparaît à All Elite, qui distrait Sammy Guevara, et du coup Kenny Omega en profite pour porter son One Winged Angel du haut des gradins directement en contrebas, de grosses chutes, hein. Je sais pas s'ils ont prévu plusieurs caméras sur ce magnifique spot, mais en tout cas c'était assez impressionnant, parce que quand on le voit sauter, au début on se dit oh ça va, c'est pas si haut, et puis en fait la chute dure beaucoup plus longtemps que ce qu'on croirait. Et du coup bien sûr, après Kenny Omega fait le tomber sur Sammy Guevara pour remporter la victoire, et toute l'équipe, tous les gentils, tous les faces célèbrent dans cette arène, dans ce stade vide plutôt, et les feux d'artifice qui retentissent. Voilà. On a eu du coup ce pay-per-view, ce deuxième pay-per-view de l'année du côté de All Elite. Comme vous l'avez entendu sans doute, j'ai été très salé durant cette première partie. Surtout sur ce Casino Ladder Match qui était pour moi... voilà, on peut faire un épisode entier de Botchamania juste sur ce match. Parce que vraiment il y avait des ratés qui étaient horribles. Brian Cage, autant sur le début on se dit ah ouais donc c'est lui l'homme fort qui a tout détruit. Et puis après, il fait des ratés qui sont... Voilà, c'est un débile. Voilà, c'est un débile. Enfin, en tout cas, il passe pour un débile. Je dis pas que c'est un débile, mais il passe pour un débile dans ce match-là. Frankie Kazarian, il a la ramasse. Darby Allin, il prend cher. Hein, il prend méga cher. Et puis voilà, les autres, voilà, Kip Sabian, j'avais beau le défendre depuis le début de la All Elite, que c'était un mec que j'appréciais plutôt bien, voilà, là non, en fait non, il est pas bon en fait, voilà, il l'a prouvé pendant ce match qu'il est pas bon. Et du coup le gros point noir, voilà, mais il y a même la production, dans le Casino Ladder Match, toute la production est à revoir, c'est vraiment la chiasse de la chiasse. Et du coup l'autre point noir c'est Cody contre Lance Archer. Pas tant au niveau du match, mais surtout au niveau des décisions, et également du coup de ce titre immonde, je le répète encore une fois, immonde. Ce titre TNT qui n'est pas un titre fini apparemment, mais voilà, quand on finit pas le travail, et ben on le montre pas. Voilà, il faut finir son travail pour le montrer, sinon tu n'es pas noté. Et du coup, tout le reste du show était plutôt sympathique. Même si je regrette du coup la non-présence par exemple de Rey Fenix dans le Casino Ladder Match,
et également de ne pas avoir vu le match Chris Statlander contre Dr. Britt Baker qui devait avoir lieu à la base, mais bon, ça on peut rien y faire, donc on prend ce qu'on a quand même, mais sinon tout le reste du show était quand même super sympa. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de ce show, si vous êtes d'accord ou pas avec moi sur les points que j'ai relevés, autant négatifs que positifs bien sûr, et on se dit très rapidement pour une prochaine vidéo, et soyez toujours fiers d'être fan de catch. Bisous!